Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette interview avec le professeur Maxime Dougados qui nous fait le plaisir et l'honneur de nous parler aujourd'hui d'un sujet d'actualité qui concerne l'intelligence artificielle en santé et notamment la lecture des images IRM grâce à l'intelligence artificielle dans une pathologie qu'on connaît bien en rhumatologie qui sont les spondyloarthrites. Professeur Maxime Dougados, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pouvez-vous tout d'abord nous dire quelle est l'importance d'une bonne lecture d'imagerie dans le cadre de la spondyloarthrite axiale ou périphérique? Alors, à l'heure actuelle, comme vous le savez, il y a beaucoup de progrès. Ces dernières décennies, je veux dire, ou la dernière décennie, il y a beaucoup de progrès qui ont été faits dans le cadre de l'imagerie dans la spondyloarthrite avec deux éléments. La montée en charge de l'IRM par rapport à la radiographie, surtout à visée diagnostique, puisqu'on sait que dans les formes précoces de la maladie, la probabilité de voir des lésions structurales, c'est-à-dire de voir des lésions, ce qu'on appelle en anglais le dommage structural, est au tout début de la maladie, c'est-à-dire quand le malade vient consulter un médecin, elle est quand même faible, de l'ordre dans la cohorte française qui s'appelle DÉSIR, elle est de l'ordre, ça dépend des lecteurs, mais entre 15 et 25%, alors qu'au tout début, quand la maladie est active, et ce qui justifie d'ailleurs la visite au médecin, la maladie est inflammatoire et l'inflammation, elle, ne se voit pas à la radio, mais se voit à l'IRM, en particulier avec ce fameux œdème sous-chondral dans la région des sacroiliacs. Donc c'est pour ça que on sait que l'imagerie, notamment l'IRM des articulations sacroiliaques, est très importante dans cette démarche diagnostique. Elle est très importante, mais elle n'est pas la plus importante. Aujourd'hui, on parle d'IRM des sacroiliacs, et c'est vrai que c'est très important. N'oublions jamais que beaucoup plus important que l'IRM, l'interrogatoire du patient, et il ne faudra jamais l'oublier. Il ne faudra jamais l'oublier parce qu'on va y revenir certainement sur la sensibilité et la spécificité de l'IRM. C'est que la valeur prédictive, je ne sais pas si vous avez sur votre blog bien éduqué tout le monde sur la différence qu'il y a entre sensibilité, spécificité, valeur positive. Mais c'est très important pour comprendre pourquoi l'interrogatoire du malade est une étape préliminaire essentielle avant de prescrire une IRM des sacroiliacs. Parce que, alors, pour le faire. Oui, Pardon? Est-ce que vous pouvez justement rappeler la notion de valeur prédictive positive, valeur prédictive négative, sensibilité, spécificité? Alors, dans une étude qu'on a fait ici, c'est Anna Molto qui avait fait ça, qui a comparé quelle est la probabilité de voir chez les malades qui viennent consulter pour la première fois pour ce que l'on considère être le rhumatologue considère une spondyloarthrite, la probabilité de voir un œdème, des anomalies inflammatoires à l'IRM. On va dire 30%. C'était 35%, mais 30%. Ce sera plus facile. Mais en même temps, elle a fait exactement le même exercice, c'est-à-dire de demander une IRM des sacroiliacs chez le malade dont on est sûr qu'ils ont une pathologie vertébrale commune. Hernie discale, pathologie vertébrale commune. 5%. Donc 30% versus 5%. Donc, la sensibilité est de 30%, hein, la spécificité est de 95%, 100 moins 5. C'est très bien. Et c'est comme ça qu'on publie d'habitude. Mais ce qui intéresse le médecin, c'est pas ça. Là, c'est si je sais qu'un malade a une spondyloarthrite, quelle est la probabilité que j'observe une inflammation IRM? 30%. Si je sais que le malade a une pathologie vertébrale commune, quelle est la probabilité que j'observe une inflammation? 5%. Mais ce n'est pas comme ça en pratique quotidienne. C'est l'inverse. C'est si j'observe à l'IRM une inflammation des sacroiliacs, quelle est la probabilité que le malade ait une spondyloarthrite? Alors là, il faut que vous preniez une feuille de papier et vous écrivez en haut spondyloarthrite, oui, non. Oui. Et en ligne, vous écrivez inflammation à l'IRM, oui, non. Et vous verrez tout de suite qu'il y a une question qui va se poser pour vous quand vous faites ce tableau qu'on appelle un tableau de contingence, c'est quel est le nombre de malades que je vois? Quelle est la probabilité que je vois de spondyloarthrite par rapport à la pathologie vertébrale commune? Si vous faites des IRM à tout le monde, un médecin généraliste à toute lombalgie, il va avoir quoi? 10 fois plus de pathologie vertébrale commune que de spondyloarthrite, voire 100 fois plus.
Donc, dans ces cas-là, vous faites des bon, OK, mon 30% versus 85%, oui, mais ce n'est pas 100 et 100. Oui, c'est 1000 et 100. Et dans ces cas-là, vous verrez tout de suite, si vous faites votre petit calcul, que si vous ne réfléchissez pas avant et que vous demandiez chez n'importe quelle lombalgie tout venant pour un médecin généraliste une IRM des sacroiliacs, si vous voyez une inflammation à une IRM, alors c'est un argument pour la pathologie vertébrale commune parce que c'est plus fréquent dans la pathologie vertébrale commune. C'est tout ça pour dire que, attention, n'oubliez jamais que ce que vous allez observer à l'IRM, mais c'est vrai pour toute investigation dans le domaine médical, dépend de la prévalence de la maladie dans vos malades. Hein? À l'inverse, moi, c'est vrai que quand je vois 10 malades, il y en a 9 qui sont probablement des spondyloarthrites et un qui est pathologique. Et dans ces cas-là, alors là, quand moi je vois une inflammation à l'IRM, la probabilité que le malade ait une spondyloarthrite est très, très forte. Hein? Mais donc, l'intérêt en pratique quotidienne est plus basé sur la validité prédictive positive que sur la sensibilité et la spécificité. Voilà, ça, je voulais le mettre en introduction, mais pour commencer à parler après d'autres choses. Mais autrement, oui, à part ça, oui, l'inflammation IRM à l'IRM des sacroiliacs est très importante dans une approche diagnostique. Et donc, justement, pour revenir à cette inflammation-là, est-ce qu'on a besoin d'un outil technologique d'intelligence artificielle pour la lire ou pourquoi on ne se suffirait pas de la simple interprétation, entre guillemets, du radiologue ou du praticien qui a l'habitude de voir défiler des... Bien sûr. Et il est évident que des rhumatologues formés ou des radiologues formés à l'interprétation de l'IRM des sacroiliacs est tout à fait pertinente. Tout à fait pertinente. Surtout quand ce n'est pas très compliqué, mais il faut le faire. Le problème, c'est qu'il faut le faire. Et nombre de rhumatologues ne sont pas experts dans la spondyloarthrite et encore plus, nombre de radiologues ne sont pas experts dans l'évaluation de l'imagerie des articulations sacroiliaques. D'où l'idée de se dire, est-ce qu'on ne peut pas dissocier la collecte des données et l'interprétation des données? Et en particulier pour aider des gens qui ne sont pas experts dans le domaine de la spondyloarthrite. Dans ces cas-là, l'intelligence artificielle, oui, peut aider. Donc, il y a une phase d'élaboration très compliquée sur peut-être qu'on ne viendra pas, mais imaginez le produit final. Vous êtes au fin fond de l'Arizona, aux États-Unis, où il n'y a pas de radiologue ni d'expert dans la spondyloarthrite. Ben, vous avez effectué, le médecin pense potentiellement à la spondyloarthrite, demande une IRM des sacroiliacs, ça, au fin fond de l'Arizona, il y a plein d'IRM partout. Donc, c'est facile d'obtenir le CD. Donc, le malade revient voir avec les informations collectées pour l'IRM des sacroiliacs. Eh bien, imaginez que l'intelligence, un outil possible, c'est vous téléchargez votre CD sur un site web, accès Internet, ce n'est pas très compliqué de nos jours, où on peut, interprétation de l'IRM des sacroiliacs. Vous téléchargez ce CD sur ce site. Le site, parce que lui, il a un algorithme lié à l'intelligence artificielle, et il va vous répondre en vous disant, ce malade répond aux critères proposés par la SAS, par exemple, en disant qu'il y a une inflammation dans la région des sacroiliacs ou non, il n'y a pas d'inflammation des sacroiliacs. Donc, c'est là où ça pourrait être très intéressant, c'est de pouvoir aider les collègues rhumatologues, médecins généralistes, radiologues, qui ne sont pas experts dans le domaine de la spondyloarthrite et ils sont légion dans le monde. Et est-ce que vous pensez qu'à terme, cet outil... Alors d'abord, pardon, est-ce que, cet outil existe déjà ou est-ce qu'il est en cours de développement? Et deux, s'il existe ou si on l'utilise, est-ce que vous pensez qu'à terme, il fasse partie de la batterie d'examens, entre guillemets, systématiques qu'on pourrait mettre dans le cadre d'un bilan pré-diagnostic ou dans le groupe de l'ensemble des examens paracliniques qu'on fait pour diagnostiquer une spondyloarthrite? Alors, il y a deux aspects dans votre question. Le premier aspect, est-ce que ces outils existent? À ma connaissance, sur le marché Internet, non. Est-ce qu'ils sont en développement? Oui.
Personnellement, je connais au moins deux initiatives. Une qui est toutes les deux sous l'auspice de l'ASSAS, qui est la société scientifique qui s'occupe de spondyloarthrite. Il y en a une initiative à Berlin, en Allemagne, et une autre initiative à laquelle je suis personnellement impliqué, en collaboration en France avec une institution qui s'appelle l'INRIA. Alors, vous connaissez certainement l'INSERM, oui. Vous connaissez certainement le CNRS. Beaucoup de gens connaissent moins l'INRIA, qui est l'Institut national de recherche en intelligence artificielle, auquel Emmanuel Macron a donné beaucoup de soutien financier. Et donc, on a une collaboration à l'heure actuelle avec des gens de l'INRIA et grâce aux données collectées dans la collecte Désir pour élaborer ce genre d'algorithme. Et les premiers résultats sont très prometteurs. Après, entre les résultats très prometteurs et la disponibilité sur un site web, je ne peux pas vous dire, parce que là, il y a des éléments qui m'échappent complètement, mais ça pourrait se faire sous l'ordre de 2 à 4 ans à peu près. Alors, deuxièmement, est-ce que ça pourrait s'intégrer dans ce qu'on appelle aujourd'hui la revue initiale systématique, c'est-à-dire qu'un médecin dans son coin fait le diagnostic de l'arthrite et dès qu'il a fait le diagnostic, il passe pas la main, mais il collabore avec un centre de rhumatologie où là, il y a une équipe multidisciplinaire qui va faire le bilan initial, l'éducation initiale du patient. Dans le bilan initial, oui, il y aurait une IRM. Alors, est-ce que ce centre est capable de lire lui-même ses IRM? Il n'a pas besoin d'avoir accès à ce logiciel. S'il n'est pas expert dans ce domaine, il peut y avoir accès. Alors, la mise en pratique, du moins en France, ça pose toujours la question, mais qui va payer? Et donc, ces logiciels, maintenant, il y a deux façons de faire. Soit les gens payent à chaque fois qu'ils vont, parce que c'est ce qui pourrait se passer. Vous téléchargez le logiciel et avant que vous ayez la réponse, vous devez, avec votre carte bleue, donner 50 €, 30 €, je ne sais pas. L'autre possibilité, c'est que ce logiciel est pris en charge, du moins en France, par la sécurité sociale, mais pour cela, il faudra que la société qui développe ce logiciel soumette aux autorités de santé tout un dossier pour savoir si ça vaut le coup d'être remboursé par la sécurité sociale. Et je pense que ce genre de discussion est en cours à l'heure actuelle, non pas pour l'IRM de sacroiliac, mais par exemple pour une mammographie chez les femmes pour savoir s'il y a quelque chose qui évoque un cancer du sein, ou je suis au courant aussi de discussions concernant l'IRM de la prostate pour le cancer de la prostate. Merci pour toutes ces données et clarifications. Une dernière question avant de conclure. Pour rester dans le domaine des spondyloarthrites et des outils technologiques et de l'intelligence artificielle, un grand diagnostic différentiel qui se pose, c'est la fibromyalgie pour les spondyloarthrites à forme anthésitique. On a vu, je ne sais pas, est-ce que c'est pareil pour vous, l'augmentation de prescription d'IRM de bassin justement pour cette population-là pour faire la part des choses. Comme vous l'avez précisé au début, on part d'un ensemble, d'un faisceau d'arguments cliniques avant la demande d'un examen paraclinique. Pour vous, et dans cette niche-là, est-ce qu'il y aurait un plus ou un intérêt à ce genre d'outils, ou est-ce qu'il faut rester terre à terre et vraiment s'attacher à la clinique avant d'aller faire une batterie d'examens complémentaires qui sont, un, pas forcément anodines, deux, qui sont onéreuses, et trois, dont on n'a pas la preuve de l'argument, on va dire, scientifique. Alors, encore une fois, il y a deux ou trois éléments dans votre question. Le premier élément, c'est que vous avez parlé d'emblée de malades. Il y a une forme polyanthésitique. Et la grande problématique à l'heure actuelle, c'est le traitement par biothérapie, le recours à des biothérapies chez les gens qui ont une forme polyanthésitique, qui sont souvent rebelles aux AINS, et donc d'emblée, on a recours aux biothérapies. Alors ça, personnellement, je connais un peu la spondyloarthrite, j'avoue que je ne suis pas sûr d'avoir déjà vu une forme polyanthésitique isolée. Je ne suis pas sûr d'avoir vu dans ma carrière une forme polyanthésitique isolée. Isolée veut dire sans arthrite, sans dactylite et sans signe racidien évident de spondyloarthrite. Alors bien sûr, ils ont des rachalgies, mais avec des signes objectifs, avec un œdème des sacroiliacs à l'IRM, je n'en ai pas, je ne suis pas sûr. La forme monoanthésitique ou bianthésitique, ça oui. La thalalgie, ça c'est facile. Donc, personnellement, je ne suis pas contre, peut-être que je ne vois pas ces patients,
Mais dans mon service, la procédure est la suivante. Si votre diagnostic, c'est polyanthésite en rapport avec une spondyloarthrite, si cette polyanthésite est réfractaire aux INS, si vous voulez initier un traitement par biothérapie qui est cher et potentiellement toxique, alors pas de problème, mais prouvez-moi qu'il y a des signes objectifs d'inflammation de la polyanthésite. Et comment on fait pour montrer des signes objectifs d'inflammation de la polyanthésite? Soit vous êtes riche et vous avez accès à un IRM corps entier pour voir, parce qu'une anthésite, hein, c'est comme un iceberg, c'est 5% au-dessus de l'eau, c'est-à-dire en dehors de l'os, et 95% dans l'os. C'est en gros une ostéite. Ma recommandation, c'est attention aux faux positifs et faux négatifs des échographies, parce que si vous faites des échographies sur 7 à 8 sites d'anthésite, vous trouverez des anomalies quelque part, et donc ça va conforter le médecin, il va me prescrire des biothérapies. Non, montrez-moi qu'il y a une ostéite. Pour voir s'il y a une ostéite, c'est soit la scintigraphie osseuse, qui n'est pas chère, mais attention, qu'on ne me méprenne pas. Je n'ai pas dit que la scintigraphie osseuse était indiquée au cours de la spondyloarthrite axiale. Non, surtout pas. Ça ne sert à rien de demander une scintigraphie osseuse pour voir une sacroiliite, une inflammation des sacroiliacs. En revanche, pour la polyanthésite périphérique, les épaules, les coudes, les poignets, là, oui. Et si cette scintigraphie osseuse montre plusieurs points positifs, alors oui, je m'inclinerai et je reconnaîtrai la présence de la polyanthésite. Ça ne m'est encore jamais arrivé. J'ai beaucoup vu de polyanthésites associées à des arthrites des dactylites, mais isolées, j'avoue que bon, toujours dit, ça peut être. La deuxième chose, c'est est-ce qu'on a des outils je reviens sur le plan clinique, j'avoue que ce dont nous avons recours systématiquement dans les bilans que nous faisons en spondyloarthrite, c'est d'avoir recours au questionnaire qu'on appelle le FIRST questionnaire qui comprend 6 questions, qui sont tout simples. Et si vous lisez les 6 questions, vous apercevrez que si un malade répond oui à au moins 5 des 6 questions, c'est très, très, très loin des douleurs de la spondyloarthrite et ça évoque beaucoup plus une fibromyalgie. D'ailleurs, FIRST, c'est un acronyme qui veut dire Fibromyalgia Rapid Screen Tool. Merci beaucoup, professeur Dougados, pour toutes ces réponses et toutes vos explications. J'ai eu plaisir à mener avec vous cette interview et j'espère vous retrouver bientôt pour une nouvelle question de recherche en pratique clinique et thérapeutique, pourquoi pas. Merci. Avec plaisir. Merci.